transparent. Je nourris le même Bigfoot depuis 1986, et ce qu'il m'a finalement révélé sur la raison pour laquelle les siens craignent les humains est une chose qui me hantera jusqu'à la fin de ma vie. Certains me traiteront de fou pour l'admettre publiquement, mais après presque 4 décennies à garder ce secret, je crois qu'il est temps que le monde connaisse la vérité. Je m'appelle Robert Hayes. J'ai 66 ans et je suis un garde forestier à la retraite de la forêt nationale du Mont Baker, dans l'État de Washington. Ce que je vais vous raconter n'est pas du folklore. Ce ne sont pas des histoires qu'on se raconte au coin du feu, ni le produit d'une imagination trop fertile. C'est ce qui s'est passé, consigné dans des journaux que j'ai gardés sous clé pendant des décennies. Et cela change tout ce que nous pensions savoir sur ces créatures. L'automne 1986 peignait les forêts du nord-ouest Pacifique dans des teintes d'ambre et de pourpre. J'avais 28 ans à l'époque, un garde forestier fraîchement diplômé du programme de foresterie de l'Université de l'État de Washington, et nouvellement affecté, impatient de faire mes preuves dans mon premier vrai poste. J'avais grandi à Seattle, passant mes étés à camper avec mon père dans les Cascade Mountains, développant un profond respect pour la nature sauvage qui a fini par devenir ma carrière. L'air vif d'octobre charriait des odeurs de pin et de feuilles en décomposition alors que je me frayais un chemin à travers les bois denses ce jour fatidique. C'était censé n'être qu'une patrouille de routine, vérifier les balises des sentiers, documenter l'activité de la faune, les tâches habituelles qui remplissaient mes semaines. Mon supérieur, un garde forestier chevronné nommé Dave Wilson, m'avait prévenu lors de mon intégration de l'isolement qui accompagnait ce travail. « Ici, la plupart du temps, tu es livré à toi-même », avait dit Dave, ses mains burinées, enroulées autour d'une tasse de café au poste. La radio ne fonctionne que dans certains secteurs. Si tu vois quelque chose d'étrange, tu le notes, mais tu ne vas pas chercher les ennuis. Ces bois sont là depuis bien plus longtemps que nous et ils ont leurs secrets. J'avais hoché la tête, pensant que Dave faisait juste son cinéma, comme le font parfois les gardes plus âgés. Après tout, que pouvait-il bien arriver? J'étais formé pour les urgences. Je savais comment gérer les rencontres avec la faune. J'avais étudié chaque protocole du manuel. J'étais préparé aux ours, aux pumas et même aux randonneurs égarés occasionnels. Ce à quoi je n'étais pas préparé, c'est ce qui s'est passé le 15 octobre 1986. C'était en fin d'après-midi, vers 16h30, et le soleil commençait déjà sa descente derrière les immenses sapins de Douglas. J'enquêtais sur des signalements de dégradation matérielle dans une vieille cabane de chasse à environ 10 km du sentier principal. La cabane appartenait à une famille locale, les Henderson, eux qui l'utilisaient pendant la saison du cerf. Et ils avaient signalé que leur remise avait été mise en pièces, les réserves de nourriture éparpillées et détruites. En approchant de la clairière où la cabane se nichait parmi les arbres, j'ai immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. La destruction n'était pas typique d'un ours, et j'avais vu de nombreux dégâts d'ours pendant ma formation et mes premiers mois de service. C'était différent, quelque chose qui m'a hérissé les poils de la nuque avant même que je comprenne pleinement ce que je voyais. La lourde porte en bois de la remise n'avait pas seulement été griffée ou forcée comme l'aurait fait un ours. Elle avait été littéralement arrachée de ses gonds en métal, avec ce qui devait être une force incroyable et ciblée. Les gonds eux-mêmes étaient pliés et tordus, les vis tirées tout droit hors du bois massif. Des boîtes de conserve étaient éparpillées dans un rayon de 6 mètres, certaines cabossées comme si elles avaient été jetées. Un sac de farine de 25 kilos avait été éventré et son contenu répandu sur le sol, selon un motif qui suggérait qu'il avait été examiné et non pas simplement détruit au hasard.
Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, ce qui a fait entrer ma formation professionnelle en collision frontale avec quelque chose d'inexplicable, ce furent les empreintes de larges et profondes marques dans la terre meuble autour de la remise, enfoncées dans la boue avec une telle force que l'eau avait suinté par en dessous. Je me suis agenouillé pour les examiner de plus près, sortant mon mètre ruban et mon appareil photo de mon sac de garde. Mes mains tremblaient déjà légèrement, bien que je ne veuille pas admettre pourquoi. Les empreintes étaient énormes, mesurant au moins 43 cm de long et 18 de large à leur point le plus large. Elles avaient une forme vaguement humanoïde, avec 5 empreintes d'orteils distinctes, disposées de manière similaire à des pieds humains, mais l'échelle était complètement fausse, beaucoup trop grande pour être humaine. La profondeur des empreintes, la façon dont elles avaient compressé le sol en couches, suggérait quelque chose d'incroyablement lourd, pesant probablement entre 270 et 360 kilos d'après mes estimations et l'état du sol. Mon cœur a commencé à s'emballer tandis que je les étudiais. Dans toute ma formation, dans tous les manuels d'identification de la faune que j'avais pratiquement mémorisés, rien ne correspondait tout à fait à ce que je voyais. Les ours laissaient des marques de griffes distinctives partant de leur coussinet. Ces empreintes ne montraient aucune griffe, juste de larges impressions plates avec une définition claire des orteils qui ressemblaient de façon troublante à des pieds humains nus, mais démesurément grands. La longueur de la foulée entre les empreintes était stupéfiante, facilement 2 mètres ou plus, suggérant une démarche bipède avec des jambes beaucoup plus longues que celles de n'importe quel humain. J'ai passé l'heure suivante à tout documenter méthodiquement, prenant des photos sous plusieurs angles avec mon appareil 35 mm, faisant des moulages en plâtre détaillés des empreintes les mieux conservées, mesurant et enregistrant les schémas de foulée, esquissant la scène dans mon carnet de terrain avec des annotations précises. La partie professionnelle de mon cerveau cataloguait les données, suivait les protocoles, faisait tout dans les règles de l'art, mais une autre partie, une partie plus primitive enfouie au plus profond de la mémoire évolutive humaine, me hurlait de quitter cet endroit immédiatement. La forêt était devenue anormalement oppressante et silencieuse autour de moi. Pas de chants d'oiseaux résonnant dans la canopée, pas de bruissement d'écureuils ou de tamias dans les sous-bois, pas d'appel lointain de corbeaux, juste un silence étrange qui semblait peser de tous côtés comme un poids physique. J'avais lu des articles sur ce phénomène dans mes cours de comportement animal, sur la façon dont les animaux d'une forêt se taisent complètement lorsqu'un prédateur majeur entre dans la zone. Chaque créature décide simultanément que faire le moindre bruit est trop dangereux. Ma main s'est instinctivement portée vers la bombe de spray anti-ours attachée à ma hanche, même si une partie de moi savait déjà que ce qui avait fait ces traces n'était pas un ours. C'est alors que je l'ai entendu pour la première fois. Un son que j'apprendrai à bien connaître au cours des décennies suivantes. Mais à ce moment-là, il était totalement étranger et terrifiant. Une vocalisation basse et gutturale qui semblait résonner à travers les arbres eux-mêmes, vibrant dans ma cage thoracique. Pas tout à fait un grognement comme celui d'un ours ou d'un puma, pas tout à fait un hurlement comme celui d'un loup, mais quelque chose entre les deux, quelque chose qui portait une intelligence et une intention. Cela venait de quelque part plus profondément dans la forêt, peut-être à une centaine de mètres, peut-être moins. L'acoustique de la forêt dense rendait impossible de juger avec précision. Les poils de ma nuque se sont dressés. Chaque instinct gravé dans l'ADN humain depuis des millions d'années me disait de courir, de fuir, de m'éloigner de cet endroit immédiatement. Mais ma formation a pris le dessus, l'emportant sur la panique. J'ai reculé lentement, prudemment vers mon camion qui était garé sur le chemin de terre à une 50aine de mètres de la cabane.
Je gardais les yeux fixés sur la lisière de la forêt, scrutant constamment tout signe de mouvement, toute forme qui n'avait pas sa place. Mon appareil photo pendait toujours à mon cou, heurtant ma poitrine à chaque pas en arrière. Mon carnet restait serré dans une main, l'autre planant près de mon spray anti-ours, bien que je n'ai aucune idée s'il serait efficace contre ce qui avait produit ces sons. Ma respiration était courte, en halètement contrôlé, alors que je luttais pour garder mon sang-froid. Puis je l'ai vu et toute ma perception de la réalité a basculé à cet instant, entre deux cèdres anciens et massifs, partiellement dissimulés par l'ombre et un sous-bois épais, se tenait une silhouette. Mon cerveau, cherchant désespérément à donner un sens à l'impossible, a d'abord essayé de rationaliser cela comme une autre personne. Peut-être un chasseur en tenue de camouflage sombre, peut-être un autre randonneur qui s'était perdu. Mais à mesure que mes yeux s'adaptaient au contraste entre la clairière lumineuse et la forêt ombragée, à mesure que la silhouette déplaçait légèrement son poids et que la lumière du soleil tachetée filtrant à travers la canopée attrapait sa forme, cette rationalisation s'est effondrée comme du papier mouillé. Elle était massive au-delà de toute échelle humaine, mesurant facilement près de 2,50 m, peut-être plus, avec des proportions presque humaines, mais distinctement fausses, d'une manière qui déclenchait un profond malaise. Couverte de la tête aux pieds, de poils bruns foncés, qui semblaient absorber la lumière plutôt que la réfléchir, avec des épaules larges qui feraient passer un rugbyman professionnel pour un enfant. Les bras étaient disproportionnellement longs, pendant au-delà de l'endroit où se trouveraient les genoux. Et elle m'observait avec une intention évidente, indubitable. Ce n'était pas un animal qui avait accidentellement croisé mon chemin. C'était un être pensant qui avait choisi de se révéler. Je me suis figé complètement, chaque muscle bloqué. Cela ne figurait dans aucun manuel de garde forestier, n'était couvert par aucun protocole de formation. Cela n'était pas censé exister en dehors des gros titres des tabloïds et des émissions de télévision de fin de soirée. Pourtant, elle se tenait là, aussi réelle que les arbres qui nous entouraient, aussi indéniable que le sol sous mes pieds. La créature ne bougeait pas de manière agressive. Elle n'a pas chargé, ne s'est pas frappé la poitrine, n'a manifesté aucun des comportements menaçants auxquels je me serais attendu de la part d'un animal territorial. Elle se tenait simplement là, dans l'ombre, partiellement dissimulée, m'observant avec ce qui semblait être une évaluation calculée. Je pouvais maintenant distinguer plus de détails alors que mes yeux s'adaptaient pleinement au contraste et que mon choc initial commençait à se transformer en une clarté vive, presque douloureuse. Un visage remarquablement expressif, plus humain que simiesque dans sa structure, avec des yeux profonds qui reflétaient une lueur de la lumière du jour déclinante. Les yeux contenaient une intelligence indubitable et profonde. Une crête sagittale proéminente courait le long du sommet de son crâne, similaire à ce que j'avais vu sur des photos de gorilles mâles, mais plus prononcée et balayée vers l'arrière. Le visage était relativement imberbe par rapport au corps, montrant une peau sombre et burinée en dessous. Le nez était large et plat, la bouche large, et alors qu'elle entrouvrait légèrement les lèvres, j'ai aperçu de grandes dents jaunies. Le temps sembla s'arrêter, ou peut-être ma perception de celui-ci fut-elle déformée par la montée d'adrénaline qui inondait mon système. Je ne pourrais pas dire plus tard si nous sommes restés là à nous regarder pendant 30 secondes ou 3 minutes complètes. Tout le reste s'est estompé. La forêt, la cabane endommagée derrière moi, mon devoir, ma formation, mon identité même de garde forestier. À cet instant, il n'y avait que cette confrontation impossible entre deux êtres qui, selon toute sagesse conventionnelle, n'auraient jamais dû se rencontrer face à face. Mon instinct de photographe, cette pulsion professionnelle de tout documenter, me hurlait de lever l'appareil photo suspendu à mon cou, de capturer ce moment impossible,
de fournir une preuve qui changerait la science et la biologie pour toujours. Mais mes mains ne coopéraient pas. Elles restaient figées, l'une serrant toujours mon carnet de terrain si fort que mes jointures étaient devenues blanches, l'autre planant toujours inutilement près de mon spray anti-ours, comme si cette petite bombe pouvait me protéger de quelque chose d'aussi massif et puissant. La créature émit un autre son, plus doux cette fois, moins résonnant. Presque interrogateur, sa tête s'inclina légèrement sur le côté, un geste si remarquablement humain qu'il me donna des frissons dans le dos, puis d'un mouvement si rapide et fluide que cela semblait physiquement impossible pour une créature de cette taille et de cette corpulence, elle se retourna et disparut dans la forêt dense. J'entendis le bruit de pas lourds, de branches qui craquaient et de sous-bois déplacés, mais les sons s'estompèrent rapidement, alors que ce que j'avais vu s'éloignait, avec une aisance consommée à travers un terrain qui aurait ralenti un humain jusqu'à le faire ramper. La forêt resta silencieuse pendant plusieurs minutes encore, comme si la nature elle-même retenait son souffle, attendant de voir si la rencontre était vraiment terminée. Honnêtement, je ne me souviens pas être monté dans mon camion. Mon premier souvenir clair est d'être assis derrière le volant, les mains tremblant si violemment que j'avais du mal à insérer la clé dans le contact. La sueur avait traversé ma chemise d'uniforme, malgré l'air frais d'octobre. Mon cœur battait contre mes côtes si fort que je le sentais dans ma gorge. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois avant de pouvoir démarrer le moteur, mes mains maladroites et tremblantes. Le trajet de retour au poste de garde s'est déroulé dans un état second, mon esprit tourbillonnant avec ce dont j'avais été témoin, essayant sans succès de le rationaliser en quelque chose d'explicable, quelque chose qui s'inscrivait dans les limites de la réalité connue. Quand je suis arrivé au poste de garde juste après le coucher du soleil, le ciel peint de violet et d'orange profond, Dave Wilson était encore là, terminant quelques papiers de fin de journée, le garde plus âgé, probablement dans la cinquantaine, avec des mèches grises dans sa barbe et des rides profondes autour des yeux dues à des décennies passées à plisser les yeux vers des horizons lointains, a jeté un coup d'œil à mon visage pâle et m'a immédiatement versé une tasse de café de la cafetière qui semblait être en permanence en train de couler dans le coin du petit bureau. Ses mouvements étaient rodés et calmes, le genre de stabilité qui vient d'années à gérer des urgences et des gardes stressés. « On dirait que tu as vu un fantôme, gamin », dit Dave en s'installant dans le fauteuil usé en face de moi avec sa propre tasse. « Que s'est-il passé là-bas » J'ai ouvert la bouche pour parler, puis je l'ai refermée, la gorge serrée et sèche malgré le café que je venais de siroter. Comment pouvais-je expliquer ce que j'avais vu? Comment mettre en mots une rencontre qui défiait tout ce que nous étions censés savoir sur la faune de ces forêts? Dave penserait que je perdais la tête, que je souffrais d'hallucinations dues à l'isolement. Ou pire, que je ne pouvais pas gérer les exigences psychologiques du travail. Je serais réaffecté à un travail de bureau, peut-être même licencié pendant ma période d'essai. Tous mes rêves de devenir garde forestier, de protéger et d'étudier ces lieux sauvages, s'évaporeraient parce que j'avais vu quelque chose qui n'était pas censé exister. J'ai juste eu une rencontre de près avec ce qui aurait pu être un ours, ai-je finalement dit, le mensonge ayant un goût amer et faux dans ma bouche. J'ai eu peur, ça va maintenant, j'avais juste besoin d'une minute. Dave m'a étudié pendant un long moment avec ses yeux gris perçants qui avaient tout vu de ce que ces montagnes avaient à offrir au cours de ces 3 décennies de service. Il savait que je ne disais pas toute la vérité. Je pouvais le voir dans la façon dont son regard s'attardait sur mon visage, la façon dont il sirotait lentement son café en me regardant. Mais pour une raison quelconque, que ce soit par respect pour l'intimité d'une nouvelle recrue ou par compréhension que les gardes ont parfois besoin de digérer les choses seuls, il a laissé tomber. « Les dégâts à la cabane, tu les as documentés ?»
demanda-t-il après une pause, orientant la conversation vers un terrain plus sûr. Oui, dis-je, reconnaissant pour le changement de sujet. J'ai sorti mon appareil photo et mon carnet de terrain, les posant sur le bureau entre nous. J'ai pris des photos et des mesures, fait quelques moulages en plâtre des empreintes. Elles sont inhabituelles. C'est peut-être un gros ours, mais les empreintes ne correspondent pas tout à fait aux signes d'ours que j'ai étudiés. Dave a feuilleté mon carnet, examinant mes croquis et mes mesures avec un intérêt professionnel. Il s'est arrêté à la page où j'avais dessiné les empreintes massives, ses sourcils se haussant légèrement. « C'est quelque chose, ça, » murmura-t-il. « On va classer le rapport, garder un œil sur ce secteur. Bon travail, tu as été minutieux. » Il a refermé le carnet et l'a repoussé vers moi, mais ses yeux ont croisé les miens un instant de plus, et je jurerais avoir vu quelque chose là. De la reconnaissance peut-être, ou la connaissance partagée de quelque chose qu'aucun de nous n'était prêt à nommer à voix haute. Au cours des semaines suivantes, je n'ai cessé de penser à ce que j'avais vu. L'image de cette silhouette massive debout entre les cèdres était gravée dans mon esprit, se rejouant chaque fois que je fermais les yeux. Je suis retourné à plusieurs reprises dans la zone de la cabane pendant mes patrouilles, trouvant toujours des traces fraîches dans le sol meuble près du ruisseau, éprouvant toujours cette sensation particulière d'être observé depuis l'ombre, mais sans jamais apercevoir à nouveau la créature elle-même. La partie logique et entraînée de mon cerveau essayait désespérément de rejeter la rencontre comme un tour de la lumière déclinante, l'épuisement d'une longue journée, voire une hallucination temporaire provoquée par le stress ou l'isolement. Mais je savais ce que j'avais vu. Je le savais avec une certitude absolue, le genre de savoir profond qui n'a pas besoin de validation extérieure. Fin novembre, alors que les premières neiges commençaient à saupoudrer les altitudes plus élevées, j'avais développé une nouvelle routine que je ne pouvais pas tout à fait justifier professionnellement, mais que je me sentais obligé de maintenir. J'ai identifié une clairière spécifique à environ 1,5 km de l'endroit où j'avais vu la créature pour la première fois. Une petite prairie entourée de bois anciens avec un grand rocher plat en son centre. L'endroit était à l'écart des sentiers principaux, isolé, mais toujours à une distance raisonnable des routes d'accès. J'ai commencé à y laisser de la nourriture. D'abord de petites offrandes, une pomme de mon déjeuner, une poignée de fruits secs, des choses que je pouvais facilement justifier si quelqu'un me posait la question, puis progressivement plus, de la viande séchée de mes provisions, des noix, des barres énergétiques, tout ce que je pouvais prélever sur mes propres réserves sans éveiller les soupçons sur la destination de tout cela. Je me disais que je menais une étude non officielle sur la faune, collectant des données sur les habitudes des charognards et la compétition alimentaire entre les animaux de la forêt. Mais la vérité était bien plus complexe et profondément personnelle. J'étais attiré par ce mystère d'une manière que je ne pouvais pas entièrement expliquer ou articuler, même à moi-même dans l'intimité de mes propres pensées. Quelque chose dans cette brève rencontre m'avait changé fondamentalement. J'avais besoin de comprendre ce que j'avais vu. Plus que cela, j'avais besoin de savoir si cela pouvait se reproduire, si une communication, ou du moins une coexistence était possible. Pendant des mois, rien de concluant ne s'est produit. La nourriture disparaissait pendant la nuit, de manière fiable et complète, mais cela ne prouvait rien de définitif. Des cerfs, des ratons laveurs, des ours noirs, des coyotes, un grand nombre d'animaux auraient pu profiter d'une source de nourriture inattendue. Je documentais tout méticuleusement dans un carnet séparé que je gardais caché dans ma cabane, notant ce que je laissais, quand je le laissais, les conditions météorologiques. Ce que je trouvais lors de mes visites de retour, le scientifique en moi exigeait des preuves, des schémas, quelque chose de concret pour valider ce que je faisais.
Mais une autre partie de moi, une partie que je commençais seulement à reconnaître, n'avait pas besoin de validation. Cette partie savait tout simplement. Puis un matin de mars 1987, par une journée fraîche où la forêt sentait la terre qui dégèle et la nouvelle croissance, j'ai trouvé quelque chose qui a tout changé et a validé chaque instinct qui m'avait fait revenir dans cette clairière. Disposée soigneusement sur le rocher plat où je laissais la nourriture, se trouvaient 3 pierres de rivière lisses, empilées précisément en une petite formation de cairn. Elles n'étaient pas positionnées naturellement. Le vent et les intempéries ne créent pas de telles structures. C'était délibéré, indubitable, impossible à ignorer ou à rationaliser. Quelque chose avait pris le temps et le soin de sélectionner ces pierres, de les équilibrer soigneusement les unes sur les autres, de laisser ce message en réponse à mes offrandes. Mes mains tremblaient tandis que je photographiais le cairn sous plusieurs angles, le documentant aussi minutieusement que j'avais documenté tout le reste. Ce n'était pas un événement environnemental aléatoire, ce n'était pas un comportement animal tel que nous le comprenions, c'était une communication intentionnelle et claire. Quelque chose d'intelligent avait accepté ma nourriture et reconnaissait maintenant l'échange, exprimant peut-être même de la gratitude ou simplement réciproquant le geste de bonne volonté. Je me suis assis par terre, là, dans la forêt, le dos contre un arbre, et j'ai fixé ces 3 pierres empilées pendant près d'1 heure, mon esprit tourbillonnant face aux implications. Après cette découverte, j'ai commencé à varier ce que je laissais, testant les limites de cette nouvelle et étrange relation. Des fruits frais au-delà des simples pommes, des oranges, des poires et des grappes de raisin, des légumes comme des carottes et des pommes de terre, même de la nourriture cuite soigneusement emballée dans du papier ciré, des choses simples comme du poulet rôti ou du poisson grillé. Chaque fois que je revenais, parfois le lendemain, parfois après 2 ou 3 jours, je trouvais la nourriture complètement disparue et de petits signes laissés à sa place. Des pierres disposées en motifs géométriques qui ne pouvaient pas être naturels, des lanières d'écorce de cèdre posées en croix. Une fois, j'ai trouvé un squelette d'oiseau parfaitement intact, minuscule et délicat, positionné avec soin au centre du rocher, comme s'il était exposé pour mon examen. Ce n'étaient pas des comportements animaux tels qu'un biologiste de la faune les reconnaîtrait. C'était de l'intelligence, de la curiosité, une réciprocité délibérée d'un rituel d'échange de cadeaux à l'été 1987, enhardi par des mois de ces échanges et poussé par un besoin irrésistible de reprendre contact directement, j'étais devenu considérablement plus audacieux dans mon approche. J'ai commencé à rester près de la clairière après avoir laissé la nourriture, assis tranquillement contre un tronc d'arbre couvert de mousse, à une 30aine de mètres du rocher, me rendant visible, mais maintenant ce que j'espérais être une posture non menaçante. J'avais lu des articles sur les techniques d'habituation utilisées avec la faune, le lent processus de construction de la confiance par un comportement constant et prévisible. Mais cela semblait fondamentalement différent de tout ce qui se trouvait dans ces articles universitaires. J'avais l'impression d'être testé, évalué, lentement accepté ou rejeté sur la base de critères que je ne pouvais que deviner. Le 17 août 1987 fut le jour où tout a de nouveau changé, le jour où la théorie est devenue réalité et l'espoir, une connexion tangible. J'étais assis à ma place habituelle, le dos contre le tronc d'un grand sapin de Douglas, quand j'ai entendu un mouvement dans le sous-bois dense à ma gauche. Pas le bruissement aléatoire de cerfs ou le trottinement de petits animaux, mais un mouvement délibéré et lourd. Mon cœur battait la chamade, mais je me suis forcé à rester absolument immobile, combattant chaque impulsion de me lever ou de reculer. Puis il est sorti d'entre les buissons de Salal et les fougères épais, la même créature que cet après-midi d'octobre, 10 mois plus tôt, et il était encore plus massif et impressionnant que dans mon souvenir. Dans la vive lumière de l'été,
Non filtré par les ombres du soir, je pouvais voir des détails que j'avais manqués lors de notre première brève rencontre. Son visage était remarquablement expressif, étonnamment humain dans sa structure, malgré l'arcade sourcilière proéminente et le nez large et plat, des yeux profonds qui contenaient une intelligence, une conscience et une curiosité indubitables. Son corps était couvert de longs poils bruns foncés, emmêlés et noués à certains endroits, étonnamment propres et bien entretenus à d'autres. Ses mains, visibles alors qu'il écartait le sous-bois, étaient énormes, facilement 2 fois la taille des miennes, avec des doigts épais qui se terminaient par des ongles proéminents et courbés qui ressemblaient plus à des ongles humains qu'à des griffes d'animaux. Nous nous sommes regardés à travers peut-être 6 mètres de sol forestier, tapissé d'aiguilles de pin et de mousse. Je n'ai pas bougé, n'osant même pas respirer normalement, ne prenant que de courtes et silencieuses inspirations par le nez. Il a émis un son doux, plus grave que les vocalisations de notre première rencontre, presque comme une question curieuse. Lentement, en me déplaçant aussi prudemment que si j'approchais d'un cheval effarouché, j'ai levé ma main droite, avec la paume tournée vers l'extérieur, dans ce que j'espérais désespérément être un geste universel d'intention pacifique. Il a incliné sa tête massive sur le côté, m'étudiant avec une curiosité évidente et indubitable. Ses yeux ont suivi le mouvement de ma main, puis sont revenus à mon visage, puis de nouveau à ma main. Il analysait, réfléchissait, décidait. Puis il a fait un pas en avant. Un seul pas, mais cela a réduit la distance entre nous à peut-être 4 ou 5 mètres, et chaque muscle de mon corps me hurlait de courir, de fuir, de m'éloigner de quelque chose d'aussi grand et puissant. Mais j'ai tenu bon, gardant ma main levée, maintenant le contact visuel sans le fixer agressivement. Il s'est approché du rocher où j'avais laissé l'offrande de ce matin-là, un sac contenant plusieurs pommes et du saumon fumé que j'avais préparé la veille, sans quitter des yeux, se déplaçant qu'avec une délicatesse surprenante pour quelque chose d'aussi massif. Il s'est penché et a extrait une des pommes. Il l'a portée à sa bouche et a croqué dedans, le bruit du fruit croquant étant fort dans la clairière silencieuse, tout en me regardant attentivement. Après ce qui a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré qu'1 minute ou 2, il a émis un autre son, plus bas et plus détendu, presque comme du contentement. Puis il s'est retourné, se déplaçant avec cette même grâce fluide dont j'avais été témoin auparavant, et est retourné dans la forêt. Mais cette fois, il s'est arrêté à la lisière des arbres et m'a regardé une dernière fois avant de disparaître dans l'ombre. C'était comme une reconnaissance, une acceptation, comme le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne comprenions entièrement, mais que nous étions tous les deux prêts à explorer. Je suis resté assis là pendant une autre heure après son départ, tremblant d'adrénaline et d'émerveillement. Je venais d'avoir une interaction pacifique avec une créature que la science prétendait ne pas exister. Au cours des mois suivants, ces rencontres sont devenues plus fréquentes. Il apparaissait quand je laissais de la nourriture, toujours prudent, maintenant toujours la distance, mais devenant plus à l'aise avec ma présence. J'ai commencé à l'appeler Marcus dans ma tête, ayant besoin d'une façon de le considérer comme un individu. En hiver, Marcus s'asseyait parfois de l'autre côté de la clairière pendant que j'étais là et nous passions du temps en silence, existant simplement dans le même espace. C'était profond d'une manière que je ne pouvais pas articuler. Marcus émit une série de sons que je n'avais jamais entendus auparavant, des vocalisations complexes qui ressemblaient presque à un discours. La femelle s'approcha lentement, visiblement nerveuse. Je suis resté complètement immobile, la laissant m'évaluer à son propre rythme. Après plusieurs minutes, elle s'est approchée de la nourriture que j'avais apportée. J'avais commencé à apporter des offrandes plus substantielles, des sacs entiers de produits, des viandes séchées, même du poisson que j'avais pêché. Elle a pris quelques pommes,
sans jamais me quitter des yeux, puis s'est retirée. Au cours des semaines suivantes, elle est devenue aussi à l'aise avec ma présence que Marcus. Je l'ai appelée Diana. Le vrai miracle est arrivé à la fin de 1993. Un après-midi de novembre, je suis arrivé pour trouver Marcus et Diana qui attendaient, mais il y avait une nouvelle énergie chez eux. Marcus émettait des sons urgents, faisant des gestes vers la forêt plus profonde. Il voulait que je le suive. Chaque protocole de garde forestier criait que c'était dangereux. Mais après 7 ans, je lui faisais confiance. Je les ai suivis plus profondément dans les bois que je n'étais jamais allé auparavant, jusqu'à un petit système de grottes que je ne connaissais pas. À l'intérieur, soigneusement couchée sur de la mousse et des feuilles, se trouvait Diana. Elle était en train d'accoucher. Je suis resté à l'entrée de la grotte, leur laissant leur intimité, mais prêt à aider si nécessaire. Les heures passèrent. Les sons que faisait Diana étaient presque humains dans leur douleur et leur effort. Marcus est resté à ses côtés, lui touchant l'épaule, émettant des sons apaisants. Quand le nouveau-né est finalement sorti, minuscule et vulnérable, j'ai senti des larmes couler sur mon visage. J'étais témoin de quelque chose qu'aucun humain n'avait jamais vu. Le bébé était parfait, pesant peut-être une dizaine de kilos, couvert d'un fin duvet de poils sombres, les yeux fermés au monde. Diana a nettoyé son petit avec une douceur infinie, tandis que Marcus regardait, sa main massive reposant protectriquement sur eux deux. Ils m'ont laissé approcher après 1 heure. Le bébé tétait, émettant de petits couinements. Diana m'a regardé attentivement alors que je m'agenouillais à proximité. J'avais apporté ma trousse médicale et lui ai montré le contenu. Elle a regardé pendant que je l'ai posé à portée de main, comprenant le geste. Le bébé était en bonne santé, parfait. Je l'ai appelé Emma. Au cours des années suivantes, j'ai regardé Emma grandir, de bébé à enfant, puis à adolescente. Marcus lui a enseigné les techniques de survie, tandis que Diana la protégeait et l'encourageait. Ils étaient des parents dans tous les sens du terme. Et j'observais une famille dont la science prétendait qu'elle ne pouvait pas exister. Je documentais tout dans des journaux privés, gardés sous clé. À ce moment-là, j'avais été promu garde forestier principal. Et j'ai utilisé cette autorité pour protéger leur territoire, détournant des sentiers et décourageant discrètement la chasse dans des zones spécifiques. En 1998, quelque chose a changé. Marcus est apparu un jour dans la clairière, sans Diana ni Emma. Son comportement était agité, urgent. Il a émis des sons et fait des gestes que j'avais appris à associer au danger. Il voulait que je le suive à nouveau. Nous sommes allés plus profondément dans la forêt, à un endroit où je n'étais jamais allé. Ce qu'il m'a montré là-bas a tout éclairci et m'a brisé le cœur. C'était un lieu de sépulture, sans aucun doute. 3 monticules recouverts de pierres et de branches soigneusement disposés. Mais ce n'était pas ce que Marcus voulait me montrer. Il s'est agenouillé à côté des tombes et a commencé à exposer quelque chose sous les pierres. Des os, d'apparence humaine mais massifs, le squelette d'un des siens. Mais ces os racontaient une histoire terrible. Le crâne avait un trou de balle, les côtes étaient brisées, plusieurs os montraient des marques de scie. Ce n'était pas une mort naturelle, c'était de la violence, systématique et cruelle. Marcus émit des sons que je n'avais jamais entendus auparavant, quelque chose entre le chagrin et la rage. Il toucha les os doucement, avec révérence, puis il a commencé à me montrer des cicatrices que je n'avais jamais remarquées auparavant. Sur son dos, de vieilles marques qui ne pouvaient provenir que de liens. Sur sa jambe, une fracture guérie qui s'était mal ressoudée. Sur son épaule, ce qui ressemblait à une marque au fer rouge, il avait été capturé, détenu, blessé. Il me montrait son histoire, l'histoire de son peuple, pourquoi il craignait les humains, pourquoi il se cachait. Je me suis agenouillé à côté de lui, les larmes coulant. Je comprenais maintenant.
Ils avaient été chassés non seulement pour le sport, mais pour la capture, l'étude, l'exploitation. Ces tombes contenaient sa famille, son peuple, tués par des humains qui les voyaient comme des animaux ou des monstres plutôt que comme des êtres intelligents. Marcus me regarda avec des yeux qui contenaient des décennies de douleur et posa une question silencieuse. Pouvait-on me faire confiance avec cette connaissance? Le pouvait-on à n'importe quel humain? J'ai placé ma main sur mon cœur, puis j'ai tendu lentement la mienne et l'ai placée sur la sienne. Une promesse. Je les protégerai, je garderai leurs secrets, je ne trahirai jamais cette confiance. Au cours de la décennie suivante, cette promesse a été mise à l'épreuve à plusieurs reprises. Des randonneurs signalaient des bruits étranges ou des observations. Chaque fois, j'enquêtais officiellement et concluais qu'il s'agissait d'ours ou de wapitis, mal identifiés dans une faible luminosité. D'autres gardes voulaient faire un suivi. Je me portais volontaire, puis ne trouvais rien. Je suis devenu connu comme étant sceptique quant au rapport sur Bigfoot, ce qui était une couverture parfaite. Mais en 2009, quelque chose s'est produit que je n'ai pas pu détourner. Un groupe de chasseurs travaillait dans la région depuis des semaines, cherchant spécifiquement Bigfoot. Ils avaient un équipement sophistiqué, des caméras de surveillance, des détecteurs de mouvement. Ce n'étaient pas des amateurs occasionnels. Ils étaient organisés, financés et déterminés. Une de leurs caméras a filmé Diana pendant 3 secondes. C'était suffisant. La séquence n'était pas claire, mais elle était convaincante. Ils ont commencé à camper dans des secteurs dangereusement proches, de l'endroit où Marcus, Diana et Emma passaient le plus clair de leur temps. J'ai tout essayé officiellement pour les déplacer, invoquant des études sur la faune, le danger d'incendie, n'importe quoi. Rien n'a fonctionné. Ils avaient des permis, le droit d'être là. J'ai commencé à parcourir le territoire constamment, essayant de garder un œil sur les chasseurs et la famille, essayant d'anticiper les problèmes. J'avais 60 ans alors, plus aussi rapide ni fort qu'à 28 ans, mais la peur et l'amour me rendaient capable de plus que je ne le pensais. Début décembre 2009, la situation a atteint son paroxysme. Je vérifiais comment allaient Marcus et sa famille quand j'ai entendu des voix humaines, trop proches. Je les ai trouvés dans un petit bosquet où Diana et Emma se reposaient. Et souvent, Diana était blessée, une blessure par balle à l'épaule. Pas mortelle, mais grave. Emma était terrifiée. Essayant d'aider sa mère, Marcus se tenait entre elle et la direction d'où le coup de feu était venu, chaque muscle tendu pour la violence. Je pouvais entendre les chasseurs se déplacer dans la forêt, suivant la piste de sang. Ils savaient qu'ils avaient touché quelque chose et ils venaient le réclamer. J'avais peut-être 5 minutes. J'ai sorti ma trousse de premier secours et je suis allé vers Diana. Elle souffrait mais a essayé de se lever quand je me suis approché. Marcus a émis un son d'avertissement, mais Diana l'a calmé. Elle se souvenait de moi, me faisait confiance. J'ai nettoyé la plaie rapidement, les pansés avec de la gaze, les bien serrés. Ce n'était pas un soin médical approprié, mais cela ralentirait l'hémorragie. Emma observait tout, apprenant. Les chasseurs se rapprochaient. Je pouvais entendre leur voix excitée, parlant de la piste de sang. Je me suis tourné vers Marcus et j'ai fait des gestes que j'espérais qu'il comprendrait. Partez, loin, profondément, ne revenez pas. Ses yeux ont croisé les miens. Il a compris. Il a aidé Diana à se relever, Emma la soutenant de l'autre côté. Ils se sont enfoncés plus profondément dans la forêt, vers les bois anciens, où le terrain devenait accidenté, où peu d'humains s'aventuraient. Les chasseurs sont apparus quelques minutes après la disparition de la famille. 3 hommes avec des fusils suivant la piste de sang. L'un d'eux m'a reconnu. « Hayes, qu'est-ce que vous faites ici ?»« J'enquête sur des signalements, » ai-je dit calmement. « J'ai entendu des coups de feu. »
Vous chassez illégalement? On en a eu un, a dit le chef avec enthousiasme. Touché net. La piste de sang mène juste par ici. J'ai regardé les traces menant plus profondément dans la forêt. Vous devez partir immédiatement. Ce secteur est fermé pour une étude sur une maladie de la faune. Je vous ordonne de partir. Une étude sur une maladie? Depuis quand? Depuis que je le dis. Je suis le garde forestier principal. Vous avez 30 minutes pour déguerpir ou j'appelle la police d'État pour chasse illégale. Vous les protégez, a dit l'un d'eux. Je me suis approché. Vous avez tiré sur quelque chose dans une zone réglementée, vous ne l'avez pas signalé et vous refusez d'obéir à l'ordre d'un garde. Ça fait 3 infractions. Vous voulez vous disputer avec des avocats ou partir tranquillement? La confrontation a duré. Finalement, le chef a craché et a fait signe aux autres « Allons-y ». Ils sont partis. J'ai attendu, puis j'ai suivi la piste de sang. J'ai retrouvé la famille 3 kilomètres plus loin. J'ai tout donné à Marcus, des bandages, de l'antiseptique, des analgésiques. Il m'a regardé travailler avec une attention intelligente. Quand j'ai eu fini, Diana a émis un doux son de gratitude. Emma a touché ma main pour la première fois. Puis Marcus m'a serré dans ses bras massifs m'entourant avec précaution. À ce moment-là, je me suis senti accepté au-delà des espèces. Nous étions une famille. Je me suis agenouillé à leur côté, la réalité s'imposant. Ils reviendront. Pas aujourd'hui, mais ils le feront. Vous devez aller plus loin que vous n'êtes jamais allé. Dans les montagnes où les humains ne vont pas. Marcus a regardé vers les sommets lointains, enneigés et isolés. Il a compris. Il s'est tourné vers Diana, puis vers Emma, leur parlant à leur manière. Ils se sont levés ensemble, se soutenant mutuellement. Avant de partir, Marcus a posé sa main sur ma poitrine, sur mon cœur. Puis j'ai posé la mienne sur la sienne. Une dernière promesse, un adieu. Ils ont disparu dans la forêt, 3 ombres retournant au monde ancien. Je ne les ai plus jamais revus. J'ai pris ma retraite en 2016. Parfois, quand des randonneurs déposent des rapports de bruits étranges ou de traces impossibles, je souris. Quelque part, au-delà des routes et des cartes, une famille marche encore sous les arbres. Silencieuse, prudente, endurante. Je laisse encore des pommes sur une souche au plus profond du mont Baker, là où la mousse pousse épaisse et où la canopée avale le ciel. Elles ont toujours disparu le matin. Peut-être que ce sont des cerfs, peut-être des ratons laveurs, ou peut-être que c'est une promesse qui est tenue, parce que certains secrets ne sont pas faits pour être résolus, mais simplement pour être honorés.